4 actions contre-intuitives mais gagnantes dans l'immobilier. Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui. Je vais te partager énormément de valeur aujourd'hui. On va voir ce qui va justement te permettre d'accéder à la haute rentabilité. Et je vais te partager justement les actions peu connues car contre-intuitives du coup, qui sont un réel game changer pour pouvoir faire de la haute rentabilité. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Baptiste Joly, je suis président de Richard Group Investment et nous sommes aujourd'hui experts de l'investissement immobilier à haut rendement. Donc pourquoi ce titre? Eh bien comme je viens de te le dire, si tu mets en place ces actions peu connues parce qu'elles sont contre-intuitives, tu vas voir que les résultats que tu vas avoir dans tes investissements seront complètement différents de tous les autres qui achètent de l'immobilier mais n'investissent pas dans l'immobilier à haut rendement. Et c'est vraiment ça en fait la différence et c'est ce vers quoi je veux t'amener aujourd'hui. C'est le raisonnement que j'ai envie que tu aies et sur lequel tu dois être au clair si tu veux aujourd'hui faire du cash flow. Et si tu veux pas, avoir les résultats de 90% des gens qui achètent de l'immobilier. Donc c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Alors la première action contre-intuitive, mais gagnante, rentable et qui va te permettre d'avoir des résultats exponentiels dans l'immobilier, c'est de déléguer les travaux. Pourquoi faut-il déléguer les travaux? Eh bien c'est assez simple en fait. Si tu délègues les travaux, eh bien ton bien est mis en location plus rapidement. Donc, tu touches plus de loyer. Tu vois, si tu veux faire les travaux toi-même et que tu te dis, ouais, mais je vais économiser là-dessus parce que, nanana, en fait, tu vas peut-être économiser de l'argent sur le devis travaux. Ok, mais par contre, tu vas passer 4 fois, 5 fois plus de temps que si tu avais un artisan ou une équipe qui venait le faire à ta place. Parce que voilà, tu as un job, c'est pas ton travail à temps plein, t'es peut-être pas un expert, et puis surtout t'es pas multicorps de métier. Donc à partir de ce moment-là, tu vas prendre plus de temps. Qui dit plus de temps dit justement une mise en location plus tardive. Donc une mise en location plus tardive nous amène à percevoir moins de loyer. Donc quand tu délègues, ça va plus vite. En tout cas, si tu délègues à la bonne équipe, tu délègues bien, ça s'apprend bien entendu. C'est pas quelque chose d'inné, mais quand tu maîtrises ça, tu délègues à la bonne personne ou à la bonne équipe et c'est mis en location rapidement. Plus rapidement que si c'était toi qui le faisais toi-même. La deuxième chose, c'est la limitation des erreurs. Ça limite les erreurs justement parce que tu t'entoures d'experts. Et j'irai même plus loin, je peux te parler des assurances, mais tu as des assurances justement que les artisans ont quand ils font les travaux qui vont nous permettre de couvrir d'éventuelles dégradations, d'éventuels problèmes lors de tes travaux, d'éventuelles surprises. Il y a énormément de choses. Aujourd'hui, le client est très protégé quand il y a des travaux vis-à-vis des artisans, ce qui n'était pas le cas il y a de cela peut-être 15-20 ans, ou plutôt 20-25 ans, on va dire. Voilà, ça nous protège de plus en plus et donc c'est super intéressant parce que on a ces assurances-là et j'irai même plus loin, si demain tu gères l'électricité toi-même et que ton bien prend feu, les assurances vont vraiment te poser énormément de problèmes parce que c'est toi qui auras fait l'électricité toi-même en fait. Donc t'es pas un expert, t'es peut-être pas électricien professionnel et ça peut te poser des soucis. Derrière, tu as cette notion de déficit foncier. Quand tu délègues, ça te coûte un peu plus cher, même si ça te rapporte plus parce que tu le loues plus vite, etc., etc. Sur le papier, ça te coûte plus cher à court terme parce que tu sors plus de ton devis travaux. Donc, tu as une enveloppe de financement très souvent qui est plus importante, mais tu as aussi à prendre en compte dans le calcul justement de la délégation le déficit foncier. Parce qu'on va souvent se concentrer sur le fait que, ok, si je le fais tout seul, j'économise, je sais pas moi, 15 000 euros sur mon devis. D'accord. On a vu que ça prenait plus de temps, donc au final, si on perd 4 mois de location à 1500 euros par mois, on perd 6 000 euros. Si demain tu as un problème d'assurance, ça va te coûter beaucoup plus cher. Et tu as la notion de déficit foncier aussi, qui est le fait que tu peux reporter cette main-d'œuvre, parce que de toute façon, les fournitures, le matériel, tu devras le payer toi et tu l'auras pas au prix des artisans, donc limite tu le paieras plus cher. C'est la main-d'œuvre en fait qui coûte et cette main-d'œuvre, elle est déductible fiscalement de ton résultat. Donc ça te permet de supprimer le résultat net que tu as et d'aller justement de faire du déficit et donc d'être comptablement parlant en perte car c'est déductible de tes bénéfices. Donc ça dépend du type de location que tu vas, surtout d'exploitation fiscale. Si tu mets, tu vois, tu pars en LMNP
donc loueur meublé non professionnel, et que tu pars par exemple sur du micro-BIC, bah là on est sur un abattement de 50% sur les loyers. Par contre, si tu pars au réel, là tu vas pouvoir faire du déficit, tu vas pouvoir avoir un déficit foncier jusqu'à 10 700 euros par an. Bah, là c'est vraiment avantageux parce que ça te permet de supprimer l'impact de l'imposition et au final être rentable dans les faits parce que tu fais vraiment du cash flow, mais comptablement parlant d'être en déficit. Et donc là, d'avoir de l'argent à réinvestir, à remettre en apport, en remboursement anticipé, ou même bah, te rembourser par exemple les travaux, de n'importe quoi en fait. Donc cette étape-là, elle est super importante pour moi. L'erreur qu'on peut faire, c'est vraiment de les faire soi-même. Et donc je t'inviterai à mettre en place cette action, l'action de déléguer tes travaux. Et tu vois, moi j'ai fait mes travaux dans un appartement, c'est une colocation 4 chambres qu'on a dû acheter c'était en août 2000, il y a un an et demi, donc c'était août 2020, 2019, voilà. Et donc en août 2019, j'ai passé 3 semaines, un mois de mon mois d'août, donc tout le mois d'août en fait, à monter des meubles, à mettre des cloisons, à faire de la peinture, à tout ce que tu veux, à monter une cuisine, etc., etc. Ça m'a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et je pense qu'il y a aussi cette notion, tu vois, d'énergie. Donc, tu passes peut-être que 3 semaines, un mois à faire les travaux, mais c'est 3 semaines, un mois très intenses. Tu as beaucoup d'énergie qui part en fait dans l'immobilier. Il faut vraiment maintenir cette flamme avec l'immobilier. Moi, je suis pas du tout manuel, j'aime pas du tout faire les travaux. Et je pense que si j'avais pas fait ces travaux-là, ça m'aurait coûté un petit peu plus cher du coup sur mon coût d'acquisition global. Ça, c'est une certitude. Mais je pense que j'aurais pu faire une acquisition de plus directement après parce que j'aurais eu beaucoup plus d'énergie. Donc le truc, c'est de te dire, ok, combien t'économises, mais combien t'as de manque à gagner. Et c'est ça aussi qui est important, parce que tu peux te concentrer sur, oui, ok, je vais économiser tant, mais peut-être que tu aurais pu faire 3 acquisitions de plus, et donc ton manque à gagner, il est juste énorme. Donc faire attention à cette notion-là aussi, et avec le recul, j'aurais délégué ces travaux et j'aurais fait une acquisition de plus, ce qui aurait été beaucoup plus rentable pour moi. La deuxième action contre-intuitive, c'est d'acheter avec un maximum de financement, même si tu as du cash. Pourquoi il faut acheter avec un max de financement? C'est pour mettre en place l'effet de levier. L'effet de levier, c'est le fait de faire travailler ton argent avec bah justement le plus grand impact possible. Je m'explique. Tu vas créer de l'argent sans argent en mettant en place des actions une fois qui vont te rapporter sur le long terme. Si tu achètes un bien 100 000 euros cash, il te génère, on va prendre très simple, 1000 euros par mois. 1000 euros par mois, ça te fait 12 000 sur 100 000 tout compris. Voilà, je te prends des chiffres très simples pour moi. Ça te fait 12% brut. Ton bien te génère 12% brut, ton argent travaille à 12% brut. Si maintenant, tu fais la même acquisition, exactement la même acquisition avec 10 000 euros d'apport. Si tu fais 12 000 euros sur un investissement qui t'a coûté 10 000 euros, puisque le reste est financé par la banque, ton argent, tes 10 000 euros ne travaillent pas à 12% brut. Ils travaillent à plus de 100% par an. Donc, l'effet de levier est énorme. L'objectif, c'est de partir sur de la haute rentabilité pour avoir un cash flow vraiment important et de pouvoir avoir, si tu as beaucoup de cash, la mise en place d'une stratégie d'apport. Donc là, une stratégie d'apport, ça va être, au lieu d'acheter un bien à 100 000 euros parce que j'ai 100 000, je vais prendre 20 000 euros et je vais les mettre sur 5 biens différents. Et donc, tu as 20 000 euros sur 5 biens, plus, vu que c'est des biens à 100 000, 80 000 euros de financement sur 5 biens, ça te fait 400 000 de financement, 100 000 cash. Tu as un patrimoine de 500 000 euros qui est en train de s'autofinancer et qui est en train d'être créé. Plus, quand tu es sur un financement à 110-130%, tu es déjà en cash flow. Donc si tu mets de l'apport, imagine le fait que ton cash flow est encore plus important. Donc ton cash flow sera 2-3 fois plus important avec 5 biens financés à 80% par la banque qu'avec un seul bien financé cash. Et fiscalement parlant, en plus, tu vois, les intérêts sont déductibles. Donc on t'encourage en fait à utiliser l'effet de levier. Et c'est vraiment comme ça que tu vas devenir riche. Je sais pas, avec ton argent, c'est en mettant en place des effets de levier qui sont vraiment très importants. Et il faut vraiment que tu fasses le calcul entre, ok, j'achète cash et je mets un apport sur 5 biens équivalents.
Ça te prendra un peu plus d'énergie, mais ça te rapportera tellement plus. Et tu vois, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui passent une grosse partie de leur vie à épargner, à mettre de côté, à être dans la rigueur financière, c'est comme ça que, enfin, moi j'appelle ça la rigueur financière, c'est ok, non, on va pas aller au restaurant ou on va faire qu'un seul resto, on va faire attention sur nos vacances parce que faut qu'on épargne 200 euros, nanan. Et ils font ça sur des dizaines d'années, ils se retrouvent avec un petit pactole, 50, 100, 200, 300 000 euros, et ils vont aller investir leur argent dans un investissement qui est pas très rentable ou sur lequel il n'y a aucun effet de levier. Donc en fait, tu aurais pu te priver 10 fois moins longtemps, mettre en place l'effet de levier, tu aurais eu le même résultat, tu vois. Et c'est ça qui est dommage. Donc attention à ça. C'est pas stratégique d'acheter cash, c'est très stratégique d'utiliser l'effet de levier. Donc si t'as pas beaucoup d'épargne, de toute façon, la question ne se pose même pas. La troisième action contre-intuitive mais gagnante dans l'immobilier, c'est de ne pas acheter un bien parce que c'est pas cher, mais d'acheter un bien parce qu'il y a une corrélation intéressante entre la valeur locative et le prix d'achat. Donc l'action, c'est vraiment justement de te concentrer sur la corrélation entre la valeur locative et le prix d'achat et non pas sur j'achète parce que c'est pas cher. Parce que tu peux, tu vois, et c'est le cas en fait d'un mec qui s'appelle, je vais pas te dire son vrai prénom, on va l'appeler Romain, mais je l'avais rencontré en séminaire et il était super content, tu vois, de me dire que il avait acheté un bien à 270 000 euros, mais qu'il en valait 310 000. Ok, c'est trop cool, par contre, il était à 250 euros d'effort d'épargne. C'est-à-dire qu'après paiement des charges, du crédit, de la fiscalité par rapport au loyer perçu, il devait rajouter de son salaire 250 euros de sa poche. Donc pour moi, j'appelle ça une vraie dette qui n'est pas stratégique. Là, c'est pas une dette intelligente en fait pour moi parce que on doit rajouter de notre poche, donc on sait plus créer une petite menotte à la cheville qu'autre chose, parce qu'on va devoir continuer à travailler, donc on s'enferme dans cette prison, on creuse un peu notre trou nous-mêmes pour se dire on doit travailler de plus en plus pour avoir au final le même reste à vivre. Parce que bah voilà, tu vis avec 250 euros de moins sur l'horizon 15, 20, 25 ans, ça dépend de la durée de ton crédit. Ton style de vie par contre, bah, c'est toujours le même. Donc tu dois toujours travailler plus pour avoir le même style de vie, pour le maintenir et pour être propriétaire dans 20 ans de biens immobiliers. Et c'est pour moi pas la bonne solution et tu dois pas te concentrer sur le fait d'acheter moins cher que le prix du marché, tu dois te concentrer sur le fait que bah, tu achètes un bien à un certain prix qui va dégager une certaine rentabilité. Et l'objectif c'est d'avoir le prix le plus intéressant par rapport à la valeur locative. Je m'explique. Tu peux acheter un bien à Paris 500 000 euros qui te générera 1500, on va dire 1500 euros par mois. Donc 500 000 euros pour 1500. Tu peux faire à côté de ça une colocation, on va prendre 1006, ça fait 4 chambres à 400. Donc 500 000 euros, 1600, c'est ce qui se fait à peu près à Paris. Tu vas faire une colocation derrière 4 chambres qui va te coûter 150 000 euros et tu vas faire 400 euros la chambre. Tu seras à 1006 aussi. Et il y en a un où tu as mis 150 000, il y en a un où tu as mis 500 000 pour la même valeur locative. Donc la corrélation entre la valeur locative et le prix d'achat le plus intéressant, ça va être 150 000 pour 1004, pour 1006. Ça va pas être 500 000 pour 1006. Et c'est ça le souci. Donc on se concentre souvent sur le fait d'acheter pas cher. Pour moi, c'est une erreur. L'action réellement contre-intuitive, c'est pas de regarder le prix par rapport au marché, c'est de regarder la valeur locative par rapport au prix d'achat. Bien entendu, il faut toujours regarder le prix par rapport au prix du marché. Et c'est d'ailleurs pour ça que je t'invite à jamais faire une négociation en fonction d'un prix affiché, de dire ah, j'ai négocié de 20% un bien à 200 000, je l'ai vu à 160, très bien. Le prix du marché du bien il est à 150, donc tu l'as quand même acheté 10 000 euros plus cher, tu vois. Donc il va falloir faire attention à ça. Mais c'est toujours justement de te focus vraiment sur la rentabilité, le cash flow, pas juste le fait de dire j'ai acheté moins cher dans des marchés qui sont pas rentables, parce que c'est juste le fait de tirer une balle dans le pied, de ralentir ta croissance et de te créer plus de problèmes qu'autre chose, parce que le jour où tu voudras te lancer dans le haut rendement, parce que c'est pas scalable comme schéma de mettre 250 euros d'apport, tu as un salaire à 2500 euros, tu fais 3 acquisitions, tu te retrouves à moins 750, tu passes d'un salaire de 2500 à 1750 déjà, donc c'est pas le même style de vie, tu peux plus épargner, tu peux pas faire ça à l'infini parce que tu vas te retrouver avec un salaire du coup inexistant, et puis de toute façon la banque au bout de 2-3 opérations comme ça, elle te dit stop, 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 stop. Donc attention à ça. D'accord. La quatrième action contre-intuitive mais gagnante dans l'immobilier, c'est d'acheter de l'ancien pourri.
Pourquoi acheter de l'ancien? Aujourd'hui, pour acheter et faire du haut rendement, on doit principalement acheter des mètres carrés et un emplacement. C'est vraiment le plus important. Pourquoi est-ce qu'on se dit qu'on achète un emplacement et des mètres carrés? C'est parce que l'emplacement nous permet du coup de répondre à un besoin et les mètres carrés nous permettent d'avoir un certain mode d'exploitation. Et derrière, on va faire beaucoup de travaux justement pour apporter de la valeur à ce bien-là et on va se lancer dans des projets dont personne ne veut parce que ce pas des projets qui sont sexy, c'est des projets qui sont complexes. Je m'explique. Si tu as un bien à 50 000 euros, horrible, sur lequel on peut difficilement se visualiser, sur lequel il y a beaucoup de travaux, et que tu en as un autre à 150 000 euros tout neuf, les gens vont être naturellement beaucoup plus attirés par celui à 150 000 euros tout neuf parce qu'il y a beaucoup moins d'obstacles, il y a beaucoup moins de travail, il y a beaucoup moins de problématiques, il y a beaucoup moins de choses à gérer par nous-mêmes et c'est sexy. Et si tu rajoutes à ça une fausse défiscalisation de type Pinel, t'es au top. Les gens vont se ruer là-dessus. Et toi, tu vas acheter le bien 50 000 euros, tu vas faire 40 000 euros de travaux, tu vas l'avoir à 90 000 au total, et tu auras un bien à 90 000 euros au lieu de 150 000. Et donc, ton crédit sera beaucoup moins important que celui qui l'a acheté 150 000. Donc, tu auras beaucoup plus de rentabilité. Celui qui va partir, lui, sur... Et en plus, tu as beaucoup moins de concurrence sur ce type de projet, du coup, donc tu peux négocier beaucoup plus facilement. Tu as les travaux qui te permettent de créer du déficit foncier, donc, du coup, d'optimiser ta fiscalité. Et tu as la plus-value de ton bien qui prend beaucoup de valeur, qui te permet de faire une plus-value importante. Et tu as aussi le fait d'avoir un bien que tu as pu travailler avec goût toi-même, tu as pu aménager toi-même du coup les espaces, tu as pu justement disposer les pièces de manière optimale pour pouvoir l'exploiter de la façon dont tu le veux. Alors que si tu achètes du neuf, tu achètes quelque chose qui est déjà fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas rentable parce que justement la corrélation entre la valeur locative et le coût d'achat n'est pas très intéressante et c'est là toute la problématique. Derrière, c'est des biens qui se dévaluent, tu prends le Pinel, il me semble que tu peux pas revendre sur 9 ans, tu es obligé justement de le garder sur 9 ans. 9 ans après, ton bien, il n'est pas régi par les lois du marché du neuf, mais du marché de l'ancien, puisque 9 ans après, ton bien est ancien. Donc ton Pinel, tu peux le faire, hein, c'est 6 ans, 9 ans, je crois, et 12 ans. Mais ne serait-ce qu'au bout de 6 ans, il est plus neuf. Il se vend sur l'ancien. Et donc, il est basé sur un prix du marché qui est plus du tout le même, qui est de 25-30% moins important. Donc, si tu achètes un bien par exemple, 250 000. Tu achètes un bien de 250 000, on se dit que sur 10 ans, il perd 30%. Tu fais 250 000 fois 0,3, il perd 75 000 euros sur 10 ans. Tu divises du coup par 10 ans, ça te fait 7 500 par an, par 12 mois, tu perds 625 euros de valorisation mensuelle. Tu es en cash flow négatif, plus 625 euros de valorisation mensuelle, donc tu es au top en termes de rentabilité. Là, si tu vas sur des projets dont personne ne veut, tu fais de la renta, tu peux défiscaliser parce que tu as des travaux, tu apportes énormément de valeur dans ton bien, t'as pas beaucoup de crédit parce que tu l'as acheté largement en dessous du prix du marché et donc là tu es super rentable. Donc pour résumer les 4 actions contre-intuitives mais gagnantes à mettre en place dans l'immobilier si tu veux aujourd'hui faire du haut rendement, c'est de déléguer les travaux en numéro 1, acheter avec le maximum d'effet de levier, donc le maximum de financement en numéro 2, 3, ne pas te concentrer sur le fait que c'est pas cher, mais plutôt de toujours justement analyser en action quelle est la corrélation entre la valeur locative et le prix d'achat. Et en numéro 4, acheter de l'ancien pourri. Ça, c'est une action très contre-intuitive pour beaucoup, mais c'est comme ça qu'on va faire de la rentabilité. Et on n'est pas du tout dans le marchand de sommeil, on va vraiment retaper le bien pour avoir quelque chose de neuf et de pouvoir proposer une prestation très très qualitative. Au contraire. Donc, la question que j'ai envie de te poser pour clôturer ce podcast, et j'espère qu'il t'a apporté un maximum de valeur, c'est de me dire en fait juste si tu as déjà fait une de ces erreurs, si oui, laquelle, et sinon, est-ce que ce podcast t'a permis de conscientiser des erreurs que tu allais peut-être faire, d'éviter une de ces erreurs, ou t'a permis juste d'y voir plus clair. Tu peux me dire ça dans les commentaires, peu importe la plateforme sur laquelle tu l'écoutes, et je lirai ton commentaire avec grand
plaisir. Voilà, si tu souhaites aller plus loin, tu as la possibilité de réserver un appel avec mon équipe pour qu'on puisse analyser justement ta situation et voir dans quelle mesure est-ce que l'on peut t'accompagner justement sur de l'immobilier à haut rendement. Et aujourd'hui, pour se lancer dans des projets qui sont des projets d'envergure, dans le sens où c'est pas du neuf clé en main, mais plutôt de l'ancien qu'on doit retaper pour vraiment aller chercher du haut rendement, c'est pour moi important de se faire accompagner. Et donc, on verra comment est-ce que l'on peut travailler ensemble, à quelles conditions, comment ça se passe, quels sont les objectifs que l'on va atteindre ensemble, et si c'est déjà possible parce que tu as une situation stable. Donc, la grosse condition, c'est d'avoir une situation stable. Sinon, ne réserve pas d'appel parce que tu vas perdre ton temps, on ne pourra pas t'aider de toute façon. Et cet appel est destiné justement à voir si l'on peut travailler ensemble et de quelle manière, comment et quelles sont nos conditions. Voilà. Si tu ne vois pas encore assez clair sur notre process de transformation mise en place, appliqué par nos clients les plus successful, je t'invite à cliquer aussi sur le lien dans la description et tu auras accès du coup à une masterclass que j'ai tournée qui dure à peu près 1 heure sur laquelle je vais te partager les 9 étapes qui vont te permettre de te créer une retraite anticipée avec l'immobilier. C'est notre process de transformation pour investir dans l'immobilier à haut rendement qui a déjà largement fait ses preuves sur ces derniers mois et cette dernière année. Si tu appliques tout ce que je te partage, tu auras des résultats, c'est une certitude. Voilà, c'était un plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet, de t'apporter un maximum de valeur et mon point de vue. Je suis curieux du coup de lire la réponse à la question que je t'ai posée il y a de cela quelques secondes dans les commentaires. Je te dis à très vite pour un prochain podcast ou au téléphone ou lors de la masterclass. C'était Baptiste. Ciao, ciao.